C'est nos formidables mardis, réponse aux questions du public. Hélène Gagné, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions du public. Les gens nous ont posé beaucoup de questions. On a choisi dans le grand panier quelques-unes de ces questions. Alors, allons-y avec une première. Tout de suite, Hélène Gagné, de Jacques Marchand qui vous demande ceci. Je ne travaille pas depuis plusieurs années et j'ai plus de 50 000 $ maximum déductibles au titre du REER. Dans ce contexte, puis-je investir dans un REER? Par ailleurs, mon épouse atteint presque la limite de cotisation à son REER et nous atteignons tous les deux notre maximum dans le CELI. Y a-t-il un avantage pour moi à investir dans un REER? Nous avons chacun 55 ans. Bien, alors, dans son cas, M. Marchand, il mentionnait qu'il a très peu de revenus, donc il n'y aurait pas vraiment avantage à cotiser au REER. Souvent, les gens se demandent, est-ce que parce que je suis retraité, je perds ces droits de cotisation-là que j'avais accumulés? Non, on ne les perd pas, on les garde jusqu'à 71 ans. Puis même si on a un conjoint, une conjointe plus jeune, on pourrait continuer à mettre des REER au nom de ce conjoint-là jusqu'à temps qu'il atteigne lui-même 71 ans, dans la mesure où nos revenus justifient de le faire. Maintenant, dans son cas, lui, c'est pas avantageux de faire la cotisation au REER. Non seulement il n'y aurait pas d'économie fiscale immédiate, mais le jour où il va devoir sortir cet argent-là par le biais du FER, par exemple, bien, il va devoir s'imposer dessus. Puis comme il nous dit qu'il y a peu ou pas de revenus, mais il pourrait perdre certains crédits d'impôt. Donc, vraiment pas à son avantage. Par contre, on connaît peu la situation de madame. Alors, si madame elle a un régime de pension, si elle a déjà cotisé à des REER personnels, elle pourrait peut-être faire sa cotisation REER au nom de monsieur. Si bien que monsieur serait imposé au moment du retrait. Donc, le principe du REER de conjoint. Ce serait à regarder, c'est à considérer. Puis souvent, moi, je vais rappeler à mes clients que même s'ils ont des cotisations REER inutilisées, mais parfois, ils oublient qu'ils ont une résidence secondaire depuis très longtemps, puis quand ils vont la vendre, il y aura un gros gain de capital là-dessus. Alors, ça pourrait être le moment d'utiliser la déduction REER. Parfait. Merci beaucoup pour ce conseil. Question numéro 2 de Nathalie Como, pardon. Nathalie Como. Je suis une enseignante de 40 ans avec un salaire de 75 000 $. J'aurai accès à un fonds de pension à la retraite, le REGOP. Je songe à cesser de cotiser à des REER pour investir ailleurs. J'ai accumulé 70 000 en REER, 30 000 dans le capital régional des Jardins. Alors, question 1, est-ce que c'est une bonne idée de cesser mes cotisations REER? Et question 2, si oui, où devrais-je investir, rembourser de façon accélérée mon hypothèque, le CELI, le capital régional ou tout simplement le dépenser en plaisir? Quelle mauvaise question à me poser. Moi, c'était pour le plaisir. On va essayer de tout combiner, Gérald. Première des choses, à son taux marginal d'imposition, parce qu'elle gagne 75 000 par année, donc par tranche de 1 000 $ de REER qu'elle souscrit, elle récupère à peu près 400 $, ce qui est vraiment pas vilain déjà au point de départ. Sa deuxième question, est-ce qu'elle devrait cotiser? Bien, même si elle a un régime de pension, on voit souvent des gens qui décident de changer de carrière, éventuellement. Peut-être qu'un jour, l'enseignement, elle trouvera ça trop lourd pour elle, puis qu'elle décidera de faire complètement autre chose où elle n'aurait pas de régime de pension. Donc, elle a avantage à cotiser à son REER. Elle se bâtit ce que j'appelle une marge de manœuvre. Son idée de prendre un montant de capital régional des Jardins, bien, c'est intéressant. Cette année, ce sera jusqu'à un maximum de 3 000. Puis on peut avoir un crédit d'impôt au Québec de 45 %. Donc, il y a 1 350 $ à aller chercher de ce côté-là. Puis avec l'économie d'impôt sur le REER, sur son capital régional, là, elle devrait rembourser son hypothèque. Puis le jour où elle va finir de rembourser son hypothèque, même si on dit que les taux d'intérêt sont bas, elle va se retrouver avec un montant substantiel de liquidité. Elle va pouvoir faire plusieurs projets et ça apporte des plaisirs qui sont vraiment durables. Parfait, je vous entends. Question numéro 3 de Arthur Lang qui dit « J'ai 79 ans. Je désire investir dans une rente viagère que je paierai comptant. J'aimerais connaître les avantages et les inconvénients, incluant le côté fiscal, des rentes prescrites ou non prescrites. Je n'ai pas d'héritier. Est-ce obligatoire de payer une garantie de 5 ou 10 ans qui diminuerait mon montant mensuel à recevoir? » Bon, alors dans le cas de M. Lang, les éléments à considérer d'abord, est-ce qu'il est assez âgé, il a 79 ans. Il faut absolument que la personne qui considère prendre une rente viagère à cet âge-là soit en très bonne santé. Parce que la rente viagère, elle va devenir payante plus on va la recevoir longtemps.
Alors, je comprends qu'il veut avoir un placement qui est sécuritaire aussi. Donc, les avantages, les inconvénients. D'abord, l'inconvénient. Quand on fait une rente viagère, c'est qu'on échange un capital. Là, je vais prendre l'exemple de 100 000 $. J'échange 100 000 $, donc je renonce à ce capital-là contre un revenu, une prestation de rente que je vais recevoir à vie. Donc, plus on vit âgé, même jusqu'à 105 ans, il va avoir sa prestation jusqu'à 105 ans. La question d'une rente prescrite versus non prescrite, c'est tout simplement quand on prend une rente avec de l'argent qui est en dehors d'un RIR ou d'un FER, il y a une imposition sur la partie d'intérêt de la rente. Et dans le cas de la rente prescrite, c'est que le montant imposable est nivelé à chaque année. Alors qu'une rente non prescrite ferait en sorte que l'imposition serait plus élevée au début et diminuerait. Mais à cause de son âge avancé, M. Lang peut regarder une rente viagère prescrite, mais sur laquelle il n'y aura aucun impôt à payer. Alors, à son âge, c'est intéressant. Une mise en garde, à partir de janvier 2017, les compagnies d'assurance vont travailler avec une nouvelle table de mortalité. Présentement, ils établissent les cotations de rente en travaillant avec des tables d'espérance de vie qui datent de 1971. Alors là, on va rajouter un certain nombre d'années. Alors, pour ceux qui se disent, est-ce que je vais attendre que les taux d'intérêt augmentent? Bien, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que de l'autre côté, l'espérance de vie augmentera. Mais dans son cas, rente garantie 5 ans, 9 546 $ net par année. On n'a pas le temps pour d'autres questions, mais un mot sur le CELI. Oui. C'est plafonné à 5 500. C'est 5 500 cette année. Les cotisations cumulatives sont rendues à 46 500. Alors, c'est vraiment intéressant de profiter de l'accumulation à l'abri de l'impôt. Voilà, je voulais juste vous entendre un mot sur le CELI parce que les gens nous posent beaucoup de questions. Hélène Gagné, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci bien.